Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle preview de l'UFC. C'est l'UFC 308, la grosse carte à Abu Dhabi. C'est aux horaires européens cette semaine encore, donc on ne va pas devoir se coucher trop tard. C'est très agréable. Pour ceux qui ont vu peut-être la notification sortir un peu de nulle part, j'en ai un petit peu déjà parlé sur un live que j'ai fait au début de semaine. C'était vraiment un live de rodage pour essayer de voir comment ça fonctionne techniquement. Ceux qui étaient présents depuis le début savent à quel point c'était galère, et même après, voilà, ça demande toute une organisation que j'ai pas encore, des compétences techniques que j'ai pas encore, qui sont pas énormes à apprendre, hein. C'est juste que je suis une buse totale, mais voilà, je vais essayer de faire des lives un peu plus ponctuels pour faire des sujets un peu plus légers, revenir un peu sur un peu d'actualité du MMA français que j'ai pas le temps de traiter, parce que finalement souvent l'actualité ça va, ça file, et puis une fois que j'ai envie d'en parler c'est déjà un petit peu trop tard en réalité. Donc du coup voilà, attendez-vous peut-être à avoir 2-3 lives un peu mieux rodés techniquement, popés un peu de nulle part. Pour cette carte de l'UFC 308, je vous demande un petit peu de clémence vis-à-vis de ma prononciation de quelques noms de famille. Qui dit carte à Abu Dhabi dit qu'on a le droit à la panoplie de noms de famille absolument imprononçables. Donc il y aura des écarts, c'est inévitable, excusez-moi, et j'espère que ça n'endiguera pas votre expérience de visionnage de la vidéo. Si jamais ça vous plaît, comme d'habitude, un petit like, un abonnement, et c'est parti. On ouvre cette preview avec un combat de poids lourd bricolé à la dernière minute entre Chris Barnett et Kennedy Nzechukwu. Donc là on commence déjà avec un nom de famille un petit peu compliqué pour moi. Kennedy est un poids lourd léger, mais sa montée en lourd était prévue puisqu'il devait affronter Marco Roguero de Lima puis Justin Tafa. Chris Barnett est en short notice, mais pas exactement en short notice puisqu'il devait combattre il y a 2 semaines. Bref, c'est un peu un bordel, mais les deux hommes devraient arriver prêts. Chris Barnett, c'est un poids lourd dynamique, il a eu des beaux moments dans la cage et les fans adorent le voir combattre, mais c'est pas du très haut niveau. Kennedy non plus, attention, il a de belles victoires et certaines défaites un petit peu incompréhensibles, et surtout par le moment, le menton il est un petit peu fragile, ou du moins il a l'air, parce qu'il y a d'autres moments où il prend des tarifs complets et il survit, on comprend pas bien. Mais cette fois-ci, pas de cutting, il est plus grand, il a une bien plus grande allonge, et je pense qu'il va tenir Barnett à distance à coups de kick au corps et aux jambes. Je vais pronostiquer une victoire par finish pour Kennedy Nzechukwu. Avec toute l'affection que j'ai pour Chris Barnett, c'est un peu le fond du fond chez les lourds, et j'ai l'impression que Kennedy dispose d'une palette un peu plus large, même si son dernier combat contre Vincent Saint-Preux, c'était pas ça. On passe au combat entre Rinat Fakhretdinov et Carlos Lille. Carlos, nouveau venu à l'UFC, mais loin d'être un novice. Grosse carrière au LFA et au PFL. Il a des victoires de référence contre des mecs plutôt costauds comme Ray Cooper ou Dylan Taylor. Rinat, on n'a plus trop besoin de le présenter. Toujours invaincu à l'UFC en 5 combats. Il sort pas de ses 2 meilleurs combats contre Nicolas Dalby et Eliseu de Santos, mais en même temps, c'était les adversaires les plus coriaces qu'il a rencontrés jusque-là. D'ailleurs, même si c'était très serré, selon moi, il aurait peut-être dû perdre contre Nicolas Dalby, mais ça c'est une autre histoire totalement. Bref, il a eu la victoire, c'est tout ce qui compte pour lui. Carlos, il devait pas être sur la carte, mais il arrive quand même préparé parce que il était en camp pour combattre à l'UAE Warrior cette semaine, un peu plus tôt dans la semaine, donc normalement il est affûté, normalement il est prêt. Par contre, ce qu'il faut noter obligatoirement, c'est qu'il allait pas vraiment affronter le même niveau d'opposition, et d'un coup, Rinat c'est du très costaud à l'échelle mondiale. Je sais qu'il a pas eu des très bonnes performances dernièrement, mais il a affronté des gars très solides, et surtout, il a quand même des victoires de référence contre des mecs comme Brian Battle, une victoire qui a bien vieilli d'ailleurs, et Kevin Lee, victoire qui a un petit peu moins bien vieilli. Contre un long striker un peu statique comme Carlos Hill, on sait à peu près tous ce que Rinat veut faire, ça va envoyer du takedown, ça va coller contre la cage, et de ce qu'on a vu dernièrement, ça peut le faire pendant 15 minutes s'il le faut. Je vais pronostiquer Rinat par décision ou par soumission après une mise en eau profonde. Carlos se préparait à affronter un striker, il va se retrouver avec un spécialiste du sambo qui en plus s'entraîne à l'ATT, en train de lui coller dessus, et ça va pas être drôle. Rinat, décision. On passe à un super combat de poids coq entre l'invaincu Farid Basharat et l'écrivain poète romancier français reconverti en combattant de MMA brésilien Victor Hugo. On est plutôt familier avec Farid Basharat puisque c'est lui qui a battu Taylor Lapillus il y a quelques mois, on s'en rappelle, et je vous encourage à regarder de nouveau ce combat parce que le plan pour battre Victor Hugo devrait sensiblement être le même que celui pour battre Taylor Lapillus, à savoir lutter, coller contre la cage, faire le strict minimum niveau dégâts pendant les phases de contrôle pour remporter les rounds et peut-être menacer la soumission par moment. Basharat est déjà très bien rodé pour un combattant aussi jeune et aussi inexpérimenté dans sa carrière entre guillemets, il a que 12 combats il me semble. Il sait gagner des combats, et bien que le palmarès de Victor Hugo soit impressionnant numériquement parlant, il faut regarder d'un peu plus près le niveau et l'expérience de l'opposition qu'il a rencontré jusque-là. Il a été convaincant contre Pedro Falcao, mais ce dernier est venu en short notice et était d'un niveau moindre. Je crois que Basharat est un adversaire un peu trop rodé pour lui et de trop haut niveau. Je vais pronostiquer une victoire de Basharat par décision après beaucoup de contrôles stériles.
On passe au combat entre Abus Magomedov et Bruno Ferreira, le retour d'Abus Magomedov qui est un combattant qui n'a pas eu beaucoup de chance en 2023 parce que l'UFC l'a propulsé un petit peu vite contre des mecs de gros calibre et il est un petit peu en phase de reconstruction de sa carrière. Il a commencé cette phase avec une belle victoire en mai contre Warley Alves, pas l'adversaire le plus probant mais il faut bien commencer quelque part. Il affronte Bruno Ferreira ce week-end qui est sur une série de 2 victoires au premier round à l'UFC. Je crois que ce combat a le potentiel d'être vraiment très divertissant parce qu'on a vu Abus sortir sa lutte contre Alves, mais Bruno Ferreira, il fait partie de ce genre de combattants qui ont la faculté de forcer des guerres sur les pieds et je pense que c'est ce qu'on va voir ce week-end. Je vais placer ma confiance en Abus Magomedov pour ce combat. Je pense qu'il a été projeté trop vite à l'UFC. Il a des défaites qui ne sont pas embarrassantes du tout contre des mecs de très haut niveau. Je m'inquiète à titre personnel du cardio des deux hommes parce que beaucoup se souviendront de Magomedov complètement éteint contre Strickland après un round, mais Ferreira n'avait pas l'air très frais à la fin du premier round contre Dodson Stolfus non plus. C'était un super combat d'ailleurs. Il a réussi à le finir mais bouche ouverte et compagnie au bout de 4 minutes et quelques, on connaît la chanson. Je vais faire confiance à l'expérience d'Abus, à son allonge et au fait qu'on n'a pas vu le meilleur de Magomedov jusque-là à l'UFC. Il est en train de se reconstruire, je crois qu'il fera à terme son apparition dans le top 15 de la catégorie et pour moi ça continue ce week-end. Abus Magomedov par finish dans le second round après un premier round très disputé où les deux hommes vont laisser beaucoup d'énergie. On passe au combat entre Mateusz Rebecki et Miktibek Orolblay. Encore une fois, la prononciation, on n'y est pas. Et encore un combat qui va promettre, selon moi, d'être fantastique. Deux combattants complets qui vont se livrer une belle guerre. Deux gars d'expérience aussi. Mateusz sort d'une défaite contre Diego Ferreira. Miktibek reste sur 2 victoires de suite à l'UFC. Moi, j'aime beaucoup sa résilience. Même quand c'est dur, même quand il a plus d'énergie, il continue à pousser le combat, à chercher les takedowns, à être actif sur les pieds. C'est un peu un chien fou. Il laisse jamais tomber et je pense que c'est ce qui va lui permettre de remporter ce combat et ce genre de combat d'une façon plus globale. Rebecki, c'est un très bon combattant avec beaucoup d'expérience et un vrai instinct de finisseur, mais c'est aussi un mec dont on a vu les limites contre Diego Ferreira dès que le niveau d'opposition s'élève un petit peu. Miktibek va lui opposer une vraie résistance, il va emmener le combat en eau profonde si besoin, et je pense que lorsque ce sera difficile et qu'il va falloir puiser dans les réserves, il aura de quoi continuer à combattre. C'est un combat qui va être extrêmement compétitif, extrêmement serré sur le papier, deux très bons prospects. Miktibek a une belle allonge, il a un très bon jab avec de la puissance dans les poings, il a fait très mal à Elves Brenner et il a aussi un plutôt bon grappling, faut le dire. Je vais pronostiquer Miktibek parce que je pense qu'il est plus résilient, plus durable. J'attends un très beau combat et je pense que leur grappling va s'annuler et forcer l'affrontement sur les pieds. À ce petit jeu-là, je vais choisir Orolblay, vous l'aurez compris. On passe à un combat qui devrait vraiment être sur la carte principale, mais bon, Geoff Neal contre Rafael Dos Anjos, combat de tonton, combat de vétéran. C'est le 36e combat de Dos Anjos à l'UFC, rien que ça. Je pense que Rafael est encore très bon, mais regardons un peu son palmarès récent avec un regard critique. Victoire contre Moïcano qui venait en short notice et qui l'a emmené au bout de 5 rounds. Défaite contre Fiziev, victoire contre Barberena parce qu'évidemment qu'il bat Barberena. Défaite contre Luque, défaite contre Gamrot, même si le niveau d'opposition est élevé et que ses prestations dans l'octogone sont loin d'être mauvaises. Selon moi, l'âge commence doucement à rattraper Rafael, toujours compétitif dans le début des combats et puis il subit un petit peu trop après à mon goût. Attention, c'est contre des mecs solides pour l'instant, mais voilà, c'est plus le Dos Anjos flamboyant d'antan, évidemment d'ailleurs, sinon ce serait un petit peu suspect. Geoff Neal, il est très sous-coté ces jours-ci, l'UFC l'a envoyé au charbon contre des stars montantes et il a pas eu l'air mauvais du tout. Un combat très serré contre Yann Gary que certains veulent lui donner, mais ça a plus à voir avec le fait qu'il n'aime pas Yann que autre chose. Une défaite contre Shavkat, mais il a été valeureux dans le combat et il a pas démérité non plus. Bref, moi le problème que j'ai avec Neal, à titre personnel, c'est qu'il ne sait pas gagner un combat décousu. Il a besoin d'être en contrôle de A à Z. Quand l'adversaire contrôle le rythme du combat ou rend le combat un petit peu brouillon, il a tout de suite beaucoup de mal. On l'a vu contre Neil Magny, on l'a vu contre Stephen Thompson où il a jamais trouvé son rythme, on l'a même vu contre Ponzinibbio, un combat qu'il finit par gagner mais qui n'aurait jamais dû être aussi serré que ça. Donc ça m'inquiète pour lui. Mais je vais quand même lui faire confiance. Il aura largement l'avantage physique sur le poids léger Rafael Dos Anjos. Il a eu l'air plus frais et rodé dans ses derniers combats. Il s'est montré compétitif contre des mecs de très haut niveau. Geoff Neal, victoire par décision. On ouvre la carte principale avec Shara Magomedov et Armen Petrosyan. On n'a pas pris des risques énormes du côté de l'UFC avec cette opposition. Je ne crois pas que Shara Magomedov soit ce futur champion qu'on essaie de nous vendre. Sa défense de lutte est inexistante pour l'instant. Et même en striking défensivement, je le trouve pas si bon que ça. Une fois que cela est dit, son arsenal offensif sur les pieds est fantastique. Il est comme un poisson dans l'eau qu'il strike à distance ou proche de ses adversaires. Il fait des dégâts constamment et contre un adversaire comme Armen Petrosyan qui aime rester à distance, marquer ses points tranquillement et attendre la décision, je pense qu'il a de quoi le brutaliser sévèrement. Petrosyan est un bon combattant, attention, il a une belle victoire contre Christian Leroy Duncan qui est un bon prospect, mais je crois qu'il est un petit peu trop simpliste pour battre quelqu'un comme Magomedov, à moins qu'il arrive avec un plan drastiquement différent cette fois-ci bien sûr, mais bizarrement moi j'en doute. Armen c'est un peu le striker MMA standard, du bon volume, beaucoup de frappes à distance, mais il ne se met jamais vraiment en danger et il a tendance à ne pas très bien gérer la pression sur les pieds. Il a besoin d'un rythme de croisière si on veut. Magomedov il alterne un
peu entre les moments où il prend vraiment le contrôle de l'affrontement et d'autres où il score ses points, mais je le trouve beaucoup plus efficace qu'Armen sur les pieds, beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de créativité et surtout beaucoup plus de dégâts. Je pense qu'il va remporter chaque round du combat jusqu'à une décision unanime une nouvelle fois. On passe au combat entre Magomed Ankalaev et Alexander Rakic et je vais pronostiquer une victoire de Magomed Ankalaev. Moi je l'aime beaucoup Magomed, je ne crois pas qu'il soit ce combattant ennuyeux que beaucoup de personnes prétendent qu'il est, notamment à cause de son nom de famille et de son look. J'aime sa pression sur les pieds, j'aime son travail en low kick et il a une vraie bonne patate. C'est un combattant très intelligent, même si parfois on voit qu'il a des effluves d'énervement comme après cette disqualification ou ce no contest contre Johnny Walker. Mais voilà, il sape les jambes de ses adversaires et il les met KO. C'est ce qu'il a fait contre Johnny Walker, c'est un peu le b.a.-ba du MMA, c'est aussi ce qu'il a fait contre Anthony Smith et c'est probablement ce qu'il va essayer de faire ce week-end. Alors oui, c'est pas le striker le plus dynamique de la division et oui, quand il est en difficulté, il colle contre la cage et il contrôle au sol souvent très stérilement, mais les gens en font beaucoup avec lui je trouve. Rakic est un très bon combattant, il s'est blessé contre Blachowicz et il a perdu contre Prochazka lors de son retour en avril, mais c'est un combattant très complet surtout pour le standard de la division qui était en train de bien bosser contre Blachowicz avant de se blesser. Il l'avait d'ailleurs complètement surclassé dans le second round pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que cependant Magomed combat avec trop de jugeote pour perdre ce combat et ses qualités techniques sont selon moi supérieures à celles de Rakic. Low kick, jab pour conserver Rakic à distance et quand la jambe de l'Autrichien faiblira, il va le finir, c'est mon pronostic en tout cas, Magomed par finish dans le 3e round. On passe à Lerone Murphy contre Danny Gay, encore un très gros combat. Lerone Murphy est toujours invaincu en carrière, il reste sur une série de 6 victoires à l'UFC, dont ce qui est selon moi sa performance de référence contre Edson Barboza. C'était en 5 rounds et il a largement dominé le combat, mais pour toutes les qualités qu'il reste encore à Edson Barboza, on sent doucement que le temps commence à faire son œuvre. Il n'est plus aussi durable qu'il ne le fut par le passé, ce qui n'enlève rien à la victoire de Murphy qui était sans appel, mais faut aussi regarder les combats avec objectivité. Surtout que Danny Gay, il est extrêmement durable, très bon cardio, que des défaites par décision, très difficile à finir. Il a montré beaucoup de bravoure en acceptant d'affronter Diego Lopez littéralement quelques heures avant le début du combat et il s'est très bien débrouillé. Son grappling s'est amélioré. Il faudra faire attention à l'allonge de Lerone Murphy, mais c'est difficile de surclasser Ige. Il reste dans les combats et il arrive doucement où il est encore dans son prime selon moi. C'est un combat très difficile à pronostiquer. Je vais aller dans le sens d'une décision pour Lerone Murphy. Je pense qu'il va utiliser l'allonge et boxer Ige à distance. Je ne pense pas que Dan puisse l'emmener au sol ou glaner trop de temps de contrôle sur lui. Lerone Murphy gagne les 2 premiers, Dan gagne le 3e mais n'arrive pas à renverser le combat. Lerone Murphy, décision. On passe au co-main event de cette UFC 268, 5 rounds entre Robert Whittaker et Khamzat Chimaev et ça fait longtemps qu'on attend ce combat. Chimaev, toujours invaincu, sort d'une victoire contre Kamaru Usman il y a un an presque jour pour jour. Il a montré pas mal de faiblesses niveau cardio contre Usman, mais aussi beaucoup de qualité en lutte comme on le savait de toute façon. Short notice ou pas, amener Kamaru Usman au sol comme il l'a fait dans le premier round, ce n'est pas donné en grand monde à l'UFC. En face de lui, Robert Whittaker, en quête d'un nouveau combat de ceinture, beaucoup plus actif que Chimaev. Il a déjà combattu 2 fois cette année contre Paulo Costa et contre Ikram Aliskerov, 2 combats qu'il a remportés sans trop de soucis. C'est un ancien champion du monde, il a battu presque tout le monde dans la division, plus besoin de le présenter. Il y a plein de scénarios possibles dans ce combat, celui que moi je vais choisir c'est une victoire de Robert Whittaker dans le 3e ou le 4e round, et voilà pourquoi. Khamzat Chimaev, dès qu'il affronte le gratien mondial, donc pour l'instant Burns et Usman pour le dire clairement, il est très dominant dans les débuts du combat, il n'arrive pas à finir et après il s'essouffle assez rapidement. Bon là j'ai pas inventé l'eau chaude, le cardio de Khamzat est un problème majeur et il ne s'est jamais pleinement remis de sa convalescence. Chimaev va probablement faire du Chimaev, il va commencer très agressif, il va essayer d'emmener Whittaker au sol, ce qui n'est pas simple malgré le souvenir que certains en ont contre Duplessis. Robert a une très bonne défense de takedown. Chimaev va probablement essayer de finir Robert au sol s'il parvient à l'y emmener déjà et à ce moment-là peut-être que le combat peut se finir, mais moi je fais le pari que ce ne sera pas le cas et qu'à chaque round qui va passer, chaque minute qui va défiler, Whittaker sera plus frais que Chimaev. Il va faire parler son explosivité sur les pieds, combinaison rapide, il entre, il pique, il fait mal et il ressort. Whittaker s'est probablement préparé en lutte durement, 2 fois d'ailleurs, puisqu'il devait déjà l'affronter plus tôt cette année. Je fais le prono de Whittaker, il va faire parler le dynamisme en striking, laisser passer l'orage dans le début du combat et profiter du cardio de Khamzat pour le finir dans le 4e round. Ce sera mon prono. On passe enfin pour finir au main event, le combat pour la ceinture des poids plumes, l'un des meilleurs combats actuellement faisables à l'UFC. Ilia Topuria remet sa ceinture en jeu contre Max Holloway. J'ai rarement autant attendu un combat que celui-ci à titre personnel. Ça va être la guerre, 2 strikers très différents. Topuria beaucoup plus patient, moins de volume, il cherche à distance, il cherche à cadrer et quand il a trouvé le bon timing et la bonne distance, il entre pour tuer. C'est ce qu'on a vu contre Volkanovski, c'est aussi un peu ce qu'on a vu contre Josh Emmett, sauf que Josh Emmett il a un menton d'ancien en granit
minutes là. Max Holloway, c'est évidemment différent. Le mot d'ordre avec lui, c'est volume, volume, volume. Il impose un rythme démentiel, accepte de donner mais de recevoir aussi, en faisant le pari qu'il sera plus solide et plus durable que son adversaire. Il a 2 armes majeures qui lui permettent de remporter ce pari-là, un cardio exceptionnel et un menton indestructible. Évidemment, il a aussi une très bonne boxe, pas mal de force dans les poings, même si avec lui, on parle plutôt de dégâts accumulés qu'une vraie capacité de sécher complètement l'adversaire. Je sais qu'il vient de le faire avec Gaethje, mais c'était au bout de 24 minutes et 59 secondes de combat, donc vous comprenez mon point. Je tergiverse énormément sur ce combat, je suis un gros fan de Max Holloway et il y a une part de moi qui regarde cet affrontement par le prisme de comment Max peut le gagner. Mais il y a quelque chose qui me fait peur, c'est qu'il prend beaucoup de coups. Comme je l'ai dit en live, donc dans ce premier live que j'ai fait il y a quelques jours, moi je suis très partisan de la théorie qu'un jour ou l'autre, aussi solide soit un menton, il va finir par craquer. Surtout avec des guerres à répétition comme celles dans lesquelles Max s'engage depuis le début de sa carrière. Moi je regarde ce combat et je me demande si Topuria n'est pas l'homme qui pourrait enfin faire tomber Holloway et enfin briser son menton. Et puis d'un coup, voilà, je me dis que si Emmett y a bien survécu, pourquoi pas Max finalement. C'est dur à juger, je vais faire le choix du cœur, je vais pronostiquer Max Holloway, c'est le sens de l'histoire, il a cravaché pour obtenir une nouvelle chance à la ceinture, il a mis KO Zombie, il a mis KO Gaethje, il a dominé Arnold Allen, il va remporter ce combat selon moi. Dans les derniers rounds, je n'en peux plus d'attendre à titre personnel, c'est un combat avec tellement de promesses, ça va être incroyable, je le sens, surtout aux horaires français, qu'est-ce que ça fait plaisir ça. Je fais le prono du cœur, je fais le prono de Max Holloway par décision et comme vous le savez, ça me réussit tellement bien à chaque fois. Voilà pour l'UFC 308, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire, n'hésitez pas à me dire peut-être des idées pour des lives futurs si jamais vous voulez voir des choses spécifiquement sur la chaîne. En tout cas voilà, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis comme d'habitude et nous on se reparle bientôt, salut les mecs.